Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats aujourd'hui, on a pris un petit peu de retard, mais c'était intéressant avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alex Darmon, bonjour. Journaliste. Bonjour. Votre chaîne YouTube Les Indécis, chaîne politique. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, vous marrez parce que j'aime pas dire youtubeur. C'est pas grave, vous le dites de mieux en mieux, Valérie. Je le dis de mieux en mieux maintenant, mais à chaque fois je rappelle quand même youtubeur. Exactement. Voilà. Et Najwa El Haïté, bonjour. Docteur en droit public, porte-parole, vous êtes avocate, porte-parole de Territoire de Progrès, vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan, et Laurent Jacobelli, merci d'être là, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Valérie Expert. Bonjour à vous. On va revenir sur cette grève aujourd'hui, une grève contre Blanquer, c'est la question qu'on vous pose, la désorganisation autour du protocole, mais d'autres revendications beaucoup plus politiques sur les effectifs, sur la rémunération des enseignants. On va parler d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il va réussir à séduire les électeurs du RN et des LR? Et puis l'exécutif doit-il lâcher du lest avec le Covid? On en parle avec vous et évidemment vous avez la parole si vous souhaitez réagir. Commençons avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Laurent Jacobelli, on commence avec vous. Oui, écoutez, c'est un petit coup de gueule. Est-ce que vous connaissez Emmanuelle Wargon? C'est la ministre du Logement. Et il se trouve qu'elle a elle-même un pavillon en banlieue, je ne dirais pas où, à côté d'un restaurant. Et il se trouve que le Canard enchaîné nous révèle qu'elle a été très gênée par un peu de bruit dans le restaurant. Et depuis, elle s'en est émue au préfet. Ce restaurant voit régulièrement des policiers. Alors ça va du commissariat de quartier à la brigade anticriminalité qui vient chez lui faire des perquisitions, regarder ce qui se passe, mesurer les décibels, contrôler les gens qui y sont. C'est un véritable harcèlement pour le bien-être sonore de la ministre. Eh bien, ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions sur la manière dont on utilise nos forces de police quand on voit que la criminalité, que la délinquance explose. Ça pose des questions sur le sens de l'État de nos ministres qui confondent parfois, pas tous, et si cet article est avéré, les moyens de l'État avec des moyens de confort personnel. Et puis, c'est une ministre qui avait déjà fait le buzz, puisqu'elle avait dit que le modèle du pavillon avec jardin n'était pas soutenable. Expliqué. Elle a elle-même apparemment un très joli pavillon avec un très joli jardin. Le problème pour elle, c'est qu'il y a un restaurant à côté, manque de peau. Tous les contrôles ont abouti à déclarer que ce restaurant était dans la légalité totale, et même les mesures de décibels ont montré qu'il faisait moins de bruit que ce qui était autorisé. Alors, où ce gouvernement demande aux Français des efforts énormes, incommensurables, au prix de leur liberté pour traverser une crise sanitaire, au moment où des Français, c'est vrai, traversent une crise du logement, au moment où on doit faire de plus en plus d'efforts pour supporter parfois des contrôles un peu tatillons pour vérifier le masque, pour vérifier le pass, pour vérifier un certain nombre de choses. Je trouve ce comportement tout à fait inapproprié et malheureusement tout à fait à l'image de ce gouvernement un peu méprisant, un peu hautain, et qui semble croire qu'il vit dans une bulle au-dessus des Français. Alors c'était une information du Canard enchaîné, et le Canard a contacté les services de la ministre qui disent que ce n'est pas elle mais le maire de Saint-Mandé qui a exigé l'intervention des forces de l'ordre. Il aurait même menacé de venir faire les contrôles lui-même, ceux que la police ne relevait pas, si la police ne relevait pas les infractions. Qui dit vrai? Est-ce que c'est la ministre parce qu'elle habite Saint-Mandé à côté du restaurant, ou est-ce que c'est le maire? 180 contrôles, je crois, quoi qu'il en soit. Oui, mais là vous faites de la politique aussi. C'est chiffré, c'est la réalité. Oui, que mais ce soit une initiative. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est le maire? Ouais, elle a demandé le maire. Honnêtement. On n'en sait rien. Allez, soyons naïfs. Ouais. C'est le maire, même si c'est le maire d'ailleurs. Le maire n'a pas à détourner les moyens de l'État pour croire faire plaisir à une ministre. Ça montre bien. Très honnêtement, moi j'entends ce que vous dites, mais ça ne vous est jamais arrivé, vous, de vous plaindre des nuisances sonores autour de chez vous? Oui, mais la police je pense que si moi je me plains, mais j'entends. Je pense la différence, c'est que si moi je me plains, il n'y aura pas 180 contrôles en quelque temps, qu'il n'y aura pas une forme de harcèlement contre le restaurateur. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir la même écoute de la part des autorités. Najwa, elle a été. Oui, non, Jean-Luc, vous vouliez réagir? Oui, je connais un peu Saint-Mandé, même pas mal. J'ai vécu par là-bas assez longtemps. Ville plus tranquille que Saint-Mandé, c'est difficile. Hein.
Bah oui, justement, d'où le bruit quand il y a un restaurant, Najwa. Ah non, heureusement que Saint-Mandé a des restaurants, hein, je veux dire. C'est à la fois tranquille et à la fois relativement vivant. Mais vraiment, bon, si cette histoire est vraie, j'en sais rien, j'ai pas lu le Canard. Hein, mais si c'est vrai... C'est moche. C'est un peu déplorable. Non, mais c'est vrai qu'il faut vérifier déjà si ces faits sont avérés. Moi, j'en sais rien. Mais après, moi, j'ai pas les détails. C'est-à-dire s'il y a des nuisances sonores, peut-être que le maire a réagi suite à des plaintes de citoyens. Mais il s'avère, et oui, j'ai lu le Canard enchaîné, que il n'y avait rien à reprocher au restaurant puisque c'était bien en dessous des décibels. Donc bon. Acharnement. On va voir la suite de cette affaire. On marque une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant avec vous. Parler de cette grève, entre autres. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous jusqu'à midi. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Ça va comment les poubelles à Marseille ça va mieux qu'à Toulouse. Au fur et à mesure, c'est à peu près ramassé. Bon. Il reste des traces encore, hein, parce que c'est extrêmement long. Bien sûr. Et puis, il y a, comme vous le savez, c'est l'époque où il y a du vent à Marseille. Donc, dès qu'il y a une poubelle par terre... Ça va un peu partout. Donc ça va quand même mieux. Allez, oui, parce que c'était votre coup de gueule à chaque fois, donc je me suis dit que parce que ça a duré trop longtemps. Et je crains malheureusement, je vous le dis, que le protocole soi-disant signé soit pas encore totalement abouti. Bon, Alex Zarmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis, chaîne de débat politique. Najwa El Haïté, docteur en droit, porte-parole de Territoire de Progrès et auteur d'un livre intitulé Laïcité et République aux éditions L'Harmattan, et Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. La grève, vous l'avez entendu dans le journal, suivie, très suivie, 62% dans les collèges et lycées. Donc une grève contre Jean-Michel Blanquer, une grève politique. Éric Zemmour qui patine un petit peu. Est-ce qu'il réussira son opération séduction envers les électeurs RN et LR? Et puis Covid, l'exécutif doit-il lâcher du lest alors que le pass vaccinal, vous l'avez entendu, a été adopté au Sénat? On continue notre tour de table. Je précise que sur votre coup de gueule, Laurent Jacobelli, donc le restaurant en question a décidé de porter plainte pour harcèlement, puisque 200 contrôles de police sans qu'il n'y ait eu la moindre infraction constaté. Donc c'était un petit complément. Najwa, c'est un coup de cœur. Alors, coup de cœur. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé le lancement d'un pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées. Donc ce pôle sera lancé en mars prochain à Nanterre. Eh bien, je peux vous dire que c'est une bonne nouvelle aussi bien pour les familles des victimes que pour les magistrats, puisque ce pôle était très longtemps attendu. Il faut savoir que les archives judiciaires comportent de vieilles affaires qui n'ont pas abouti faute de preuves ou qui sont relancées parce qu'il y a des éléments nouveaux, et d'où l'utilité d'un tel pôle. Souvenez-vous d'ailleurs de l'affaire Estelle Mouzin. Qui est un exemple. C'est cette petite fille qui a disparu depuis plus de 19 ans et dont l'affaire a connu un nouveau rebondissement avec l'affaire Fourniret. Et d'ailleurs, le corps de cette petite fille n'a toujours pas été retrouvé. Donc ce pôle, je reviens sur le pôle, va permettre une meilleure coordination des services, ce qui va faciliter aussi la connexion entre les crimes. Et donc, ce pôle est d'autant plus important qu'avec les nouvelles technologies, vous savez que maintenant, une infime trace ADN permet vraiment de faire avancer les enquêtes. Et c'est une véritable avancée. Là, je rappelle les plus médiatiques affaires qui n'ont toujours pas été élucidées. Il y a l'affaire Chevaline en ce moment. Exactement. D'ailleurs, il y a actuellement une personne qui est mise en garde à vue. Et bien, il y a aussi l'affaire Villemain. Et je le rappais, l'affaire Estelle Mouzin. Oui, il y a pas mal de. Et puis, on a vu l'affaire du Grélé aussi qui a. Exactement. Après des années et des années d'enfouissement de cette affaire, il y a un nouveau rebond. On espère surtout que les moyens seront mis pour pouvoir enquêter et que les magistrats. C'est la priorité. Oui, c'est la priorité. C'est la priorité, la base d'ailleurs, pour que ce pôle puisse fonctionner. Est-ce que c'est pas de la com?
J'espère pas. Au-delà du fait que ce soit effectivement une très bonne chose. Non, j'espère pas, parce que c'est un véritable espoir pour non, mais vraiment pour les familles, pour les magistrats, les avocats aussi dont je fais partie. Donc non, j'espère que les moyens suivront. Rien que le fait d'en parler, c'est une bonne nouvelle déjà, et de mettre le sujet sur la table. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est très bien. Et puis c'est vrai que ces grands cas un peu nobles, des grandes affaires, ça passionne toujours les Français. Il y a derrière beaucoup d'intérêt, ça passionne la justice, et puis ça a valeur symbolique. Il faudrait pas oublier non plus la justice du quotidien quand même, qui aurait été le maillon faible de Monsieur Dupond-Moretti. Parce que si un jour on arrête les coupables, même de ce qu'on appelle ces cold cases, il faudra bien en faire quelque chose. Et la question avec Monsieur Dupond-Moretti, c'est seront-ils jugés? Si oui, auront-ils une peine? Si oui, sera-t-elle ferme? Et si oui, sera-t-elle exécutée? Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que la justice qui juge, on va dire, fait son travail, mais après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Le problème aujourd'hui, c'est le traitement des coupables et le fait que souvent, malheureusement, on les laisse en liberté. Ouais. Moi, j'aimerais intervenir là-dessus. Moi, je peux pas laisser dire que la justice est laxiste. Elle manque de moyens, certes. D'ailleurs, il y a un budget historique qui a été voté par ce pouvoir exécutif qui est quand même de plus de 8%. Ce n'est pas négligeable. Il faut rattraper un retard monstre, puisque la justice a toujours été le parent pauvre des sujets, j'allais dire, régaliens. Donc, je peux pas dire, faut pas laisser dire que la justice est laxiste. Et d'ailleurs, quand il y a je veux dire des personnes qui sont libérées, c'est par faute de preuves. La réalité, c'est ça. Moi, je le vois. Je vous assure, je le vois pas ça seulement. Existe, mais pas seulement. Non, il y a des magistrats, et ils sont minoritaires, peut-être, qui font de l'idéologie, etc. Mais ils sont extrêmement minoritaires. Mais je peux vous dire que quand il y a des preuves, les peines sont sévères. Et je le vois dans certaines affaires. Construire des places de prison, rétablir les peines planchées, faire en sorte que le sursis redevienne un vrai sursis, c'est-à-dire qu'on se fasse pas 3, 4, 5 sursis avant d'aller en prison. Tout ça, ce sont des réformes à mettre en place. J'en terminerai par là. Là où je vous rejoins, c'est que la sanction, et il y a une loi qui a été votée par Dupond-Moretti l'année dernière, il faut que la sanction, elle soit immédiate. Parce que si vous ne sanctionnez pas dès la première infraction, eh bien, il y a des cas de récidive, et toutes les études le prouvent. Alex Darmon, votre coup de gueule? Oui, mon coup de gueule, moi, c'est connard, enculé, nique ta race, voleur, petite bite, pédé. Toutes ces insultes gratuites que les élus locaux entendent sur le terrain au quotidien. Ils reçoivent des choses devant leur appartement. Moi, honnêtement, ça me terrifie. Ça fait 6 ans que je suis, entre guillemets, dans le journalisme politique, que je reçois ces élus locaux dans mes studios qui m'expliquent leur métier. Il faut savoir que ces élus locaux, c'est un engagement en plus de leur travail au quotidien, qu'ils essayent de se mobiliser au mieux pour répondre à leurs administrés, pour répondre à leurs voisins, aux habitants de leur ville, qui touchent des sommes dérisoires. Moi, j'ai un ami à moi qui est élu à Bernay, c'est dans l'Eure, c'est une petite ville de 10 000 habitants. Il y va le week-end, il y va après 18h pour faire ses conseils municipaux, et il touche 600 €. 600 € d'indemnité, et le week-end sur le marché il se fait insulter de connard. Voilà. Donc moi je pense que il y a un vrai problème, il y a une violence de la société, des propos envers ces élus locaux. Le problème c'est que aussi derrière ces élus locaux ils vont vouloir arrêter. Quand vous en parlez avec eux, ils vous disent moi je vais arrêter mon engagement, et puis pour reprendre une formule tristement célèbre, j'ai envie d'emmerder les Français et de partir. Et le problème c'est qu'on a besoin d'eux. Donc moi je leur dis juste, parce que je les rencontre au quotidien, je les vois dans mes émissions, ne lâchez pas, parce que vous faites le travail que des millions de Français n'ont pas envie de faire et qu'on a besoin de vous. Voilà. Oui, puis qu'eux avaient la volonté de le faire. Jean-Luc, oui, ça vous fait réagir? J'ai été élu local assez souvent. J'ai pas vécu tant de violence que ça. C'est vrai que parfois on peut être agressé. Est-ce qu'il n'y a pas un changement aujourd'hui? C'est ça. Non, il y a 600 000 élus locaux en France. Les 600 000 ne se font pas agresser tous les jours, et heureusement. Il y a une fracturation dans la société. C'est un état de fait vraiment gravissime dans le fait que il y a une violence latente, et un certain nombre de personnes, c'est heureusement très minoritaire, se prennent des droits qui ne sont pas les leurs, d'agressions parfois malheureusement physiques, parfois malheureusement par rapport aux propriétés ou au lieu d'habitation de certains élus. Mais je pense quand même que, j'en connais quand même encore pas mal des élus. J'en vois pas beaucoup qui abandonnent. Ce que je vois qui est très difficile, c'est dans le monde rural, trouver des élus qui, comme tu l'as rappelé Alex, sont évidemment extrêmement peu défrayés,
et que ça prend un temps fou par rapport à un défraiement extrêmement faible. Ouais. Voilà. Mais toutes ces histoires de violence, moi je pense qu'on a connu d'autres périodes hein, de cet état de fait qui sont évidemment totalement critiquables et injustifiables. Mais il ne faut pas non plus en surrajouter par rapport à ça, parce que je connais beaucoup d'élus qui vivent bien leur période d'élu. Non mais peut-être Laurent Jacobelli, vous qui les voyez au quotidien. Oui, c'est clair. Non, c'est vrai. On voit bien que le nombre de témoignages de violences, qu'elles soient verbales ou physiques, augmente. Alors est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui la parole est plus libérée, ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'agressions? Moi, je pense qu'effectivement la violence aujourd'hui a tendance à prospérer dans notre société. D'abord parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Moi, je me rappelle qu'un maire qui a été agressé s'étonnait que son agresseur, qui a été arrêté, se retrouve dans la rue 2 jours après avec un simple rappel à la loi. On ne peut pas agresser physiquement un représentant de l'État, un élu, et retourner chez soi les mains dans les poches. Ça envoie un symbole terrifiant qui est allez-y hein, les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, lâchez-vous puisqu'il ne vous arrivera rien. Alors bien sûr, il y a une infime minorité de Français qui se comportent mal. La grande majorité des gens se comportent bien vis-à-vis des élus, mais je pense qu'il faut les soutenir, leur dire qu'il faut ne surtout pas baisser les bras. C'est un sacerdoce, hein. C'est un travail en plus du travail. Souvent, les indemnités ne couvrent pas les frais qu'ils dépensent pour le bien de leur commune. Ils sont dans les petites communes, les élus en général, ils sont cantonniers, psychologues, policiers, grands frères, scribes. Bref, c'est une véritable dévotion et il faut, je crois, leur en rendre grâce, mais mettre derrière les moyens judiciaires qui envoient un symbole très fort. Vous attaquez un représentant de l'État, vous attaquez un élu, eh bien vous êtes immédiatement puni. Et cette violence, je le rappelle, elle se manifeste aussi pour les médecins qui n'avaient pas l'habitude d'être insultés, menacés de mort comme ça. Et des journalistes aussi qui reçoivent régulièrement des menaces, des message insultes privé, en message privé. Donc il y a une violence à tous les niveaux dans la société. Quand vous êtes menacé de mort parce que vous êtes pour le pass vaccinal, c'est franchement, c'est de la démocratie même. Vous pouvez être pour ou contre. On ne vous menace pas de mort parce que vous êtes pour ou contre le pass vaccinal. Ce n'est pas normal, vraiment. Et je suis désolé, c'est vraiment significatif de ce quinquennat aussi, des permanences parlementaires de tout parti qui sont incendiées, qui sont taguées, où il y a des menaces physiques qui vont directement auprès des députés ou des familles de ces députés. C'est le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon, là, du député qui devant chez lui reçoit des projectiles. Enfin, moi je trouve ça ahurissant. On peut pas dire que c'est moins qu'avant. C'est beaucoup plus qu'avant. Et d'ailleurs, vous parlez de chiffres. Les chiffres le prouvent. De moins en moins de gens veulent faire de la politique ou veulent se représenter aux élections législatives le mois prochain, la prochaine législature. Allez, oui. Non, mais je voulais simplement dire que certes, tous les élus locaux ne sont pas agressés, mais il n'en demeure pas moins que vous avez l'association des maires de France qui constate vraiment année après année une hausse des agressions des élus locaux et c'est pas négligeable. Vous parliez de ce contexte sanitaire où quand vous avez des parlementaires qui se font menacer d'être décapités, c'est extrêmement grave. Donc la sanction, en effet, elle doit être ferme et sévère. Bon, on marque une pause et on revient avec votre coup de gueule, Jean-Luc, qui concerne l'éducation nationale et notre ministre Jean-Michel Blanquer. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous, avec Alex Darmon, Najouel Haïté, Laurent Jacobelli et Jean-Luc Benamias. Alors Jean-Luc, votre coup de gueule va nous amener sur notre débat à propos de la grève dans l'éducation nationale. C'est un coup de gueule et à la fois un coup de gueule amusant, je pense. Oui, je ne pensais pas qu'un ministre de l'Éducation nationale allait pouvoir, dans la détestation par le corps enseignant et le corps de l'Éducation nationale, être aussi détesté que Claude Allègre. Eh bien, Jean-Michel Blanquer réussit cet exploit. C'est-à-dire une grève de l'Éducation nationale avec 75% de grévistes, 50% des écoles fermées, et d'autres établissements, je n'ai pas souvenir que ça ait déjà existé. Voilà, bravo. La façon dont Jean-Michel Blanquer gère l'éducation nationale, gère les corps enseignants et tous ceux qui y travaillent est absolument incroyable. C'est-à-dire, il a réussi à dire une phrase incroyable qui est « on ne fait pas grève contre le Covid ». C'est pas ça que demandent les enseignants, c'est pas ça que demande le corps les corps de l'éducation nationale. C'est du respect.
du respect dans ce qu'ils font, dans la difficulté dans laquelle ils se trouvent dans leur travail. Après le corps médical, on a maintenant un corps enseignant et de membres de l'Éducation nationale qui est au-delà de la fatigue, au-delà de la possibilité de mettre en œuvre les différents protocoles totalement inexplicables. Oui, mais donc vous êtes sur la position grève politique plus que grève sanitaire d'une certaine manière. Non. S'il y a un monde qui était très politisé à une époque, c'était le monde enseignant. Il l'est moins comme la société française en général. Là, c'est vraiment une grève pour que des écoles maternelles, des écoles primaires. Oui, là, il y a une certaine. Il y a un dégoût par rapport à un métier qui est un métier, on le sait, difficile, pas assez payé, on le sait aussi. Et j'ai vu ça, moi, avec des gens que je connais qui sont encore directrices d'école maternelle, directrices d'école primaire. Elles n'ont jamais vu ça, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu à appuyer sur un bouton, même si elles sont syndiquées pour certaines d'entre elles. Ça a été massif, général. Ce qui est intéressant dans le cas de Blanquer, c'est que c'était un ministre qui était un des ministres les plus aimés, qui était un des ministres chouchous du. Si, on l'appelait même. Vous vous souvenez la une du Point, le vice-président. Le vice-président, le chouchou du président. Et là, visiblement, le Parisien nous raconte ce matin qu'il y a eu un clash entre lui et Olivier Véran. Donc là, mais par définition, quand vous faites une grève à l'Éducation nationale, vous faites une grève contre votre ministre. Par définition, que ce soit Covid, pas Covid, par définition, cette grève aller contre Jean-Michel Blanquer. Après, je trouve un peu, je trouve que ça manque un peu d'objectivité tout ça, parce que ça n'a pas été un mauvais ministre pendant 5 ans, Jean-Michel Blanquer. Et premièrement, et je vais vous dire pourquoi, et deuxièmement, trouvez-moi un seul ministre de l'Éducation nationale qui est resté aussi longtemps et qui est apprécié par les professeurs. Ça a toujours été une guéguerre entre le ministre de l'Éducation nationale. Trouvez-moi un ministre. Jacques Lang, quand il était ministre de l'Éducation nationale. Non, il a été. Je pense, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est lui qui détient le record de longévité au ministère de l'Éducation nationale. Et Jacques Lang, on se souvient plus de lui pour la culture que pour l'éducation nationale. Or, je pense que Jean-Michel Blanquer, on se souviendra plus de lui pour l'éducation nationale que pour autre chose. De toute façon, vous me direz, il a rien fait, pas d'autre poste à part celui-là, donc c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'on manque un peu d'objectivité sur Jean-Michel Blanquer et sur son bilan à l'Éducation nationale. On pourrait lister toutes les actions qu'il a menées. Or là, c'est vrai, il faut le dire, il s'est complètement planté. Ils se sont complètement plantés sur cette rentrée des classes 2022, janvier 2022, que ça a été fait complètement dans la précipitation, et ils vont en payer les pots cassés. On le disait déjà sur ce plateau la semaine dernière, parce qu'à mon avis, ça va durer pendant des semaines, cette histoire. Des semaines. Et moi, je serais pas surpris qu'on nous annonce que les vacances de février soient avancées, comme l'année dernière, et qu'on fasse 4 semaines de vacances en février pour attraper ce qu'on a raté là, cette rentrée de janvier 2022. Laurent, ça va, malheureusement, Alex, le ras-le-bol des enseignants et des corps qui travaillent dans l'Éducation nationale va bien au-delà. Là, c'est le plus, le raté du protocole à la rentrée. C'est le plus qui fait déborder. Mais sérieusement, c'est ce corps enseignant. Et je parle souvent d'institutrices ou et d'écoles maternelles et d'écoles primaires. Ce sont des gens qui ne sont pas des activistes politiques, ce ne sont pas des activistes syndicaux. Là, ça a dépassé le cadre. Et Jean-Michel Blanquer est humiliant par rapport à ça. Ils se sentent humiliés. C'est pour ça que je fais le rapprochement avec Claude Allègre. Non, mais j'entends. La cocotte minute a explosé. Je pense que les enseignants, mais à l'image des parents, à l'image des enfants aussi, n'en peuvent plus de vivre en absurdie avec ces protocoles improbables qu'on nous pond du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de préparer, qui sont absolument inapplicables, qui ont déjà changé 3 ou 4 fois avec des règles tellement absurdes qu'on avait tous vues, j'imagine, autour de cette table, que personne ne pourrait les respecter. Il suffit de parler, par exemple, à des parents d'élèves qui n'en peuvent plus d'aller faire tester leurs gamins à peu près tous les jours ou tous les 2 jours, des gamins qui n'en peuvent plus de recevoir ces cotons-tiges dans le nez et qui crient, et des écoles qui sont devenues des espèces de dispensaires où on essaye de savoir qui est malade et qui ne l'est pas avant de faire respecter les programmes. Il fallait faire quoi? Parce que n'auriez-vous hurlé si on avait fermé les écoles? Non, je vais vous dire ce que nous avons proposé, Marine Le Pen l'a dit, c'est-à-dire ce variant Omicron, finalement, est quasiment pas dangereux pour les enfants. Il y a quelques cas particuliers qu'il faut traiter évidemment avec des enfants qui ont des comorbidités, c'est une certitude. Mais il se propage très vite, a très peu de conséquences sur les enfants, donc on savait tous que les classes allaient être chaque classe un cluster. On le savait pas, monsieur Jacobelli. Le 4 janvier, on le savait pas. Plutôt, si, apparemment aussi. Non, mais on avait des indices. Plutôt que de tester les gamins tous les jours,
pour des symptômes qu'ils n'ont pas. Faisons simple, les gamins vont à l'école, ils ne sont pas testé systématiquement. S'il y en a un qui a des symptômes, il est testé et isolé s'il est malade. Et puis enfin, on met des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air dans les écoles, comme on le demande nous depuis 2 ans. Enfin, on met en place des systèmes de tables et de cantines qui sont applicables. Mais on arrête la folie de faire des professeurs, des infirmiers et des parents d'élèves des gardes-chiourmes. C'est plus tenable. Non mais alors Najwa, moi, enfin, je vous trouve un peu, non mais je vous trouve un peu sévère dans le sens où vous disiez non, attendez, vous allez entendre ce que je vais dire. Je vous trouve sévère dans le sens où il y a même pas 1 ou 2 mois, on ne savait pas, on connaissait pas ce variant Omicron, la dangerosité, on savait même pas s'il était extrêmement contagieux. Aujourd'hui, il semblerait qu'il soit pas si dangereux que cela. Une fois que j'ai dit ça, il faut se féliciter quand même que les écoles, et je le répète sans cesse quand je peux le dire sur des plateaux, il faut se féliciter que les écoles aient été maintenues ouvertes le plus longtemps possible quand le contexte sanitaire le permettait. Ça, il faut s'en féliciter parce que au cours du premier confinement, autant vous dire qu'il y a eu un décrochage scolaire extrêmement important. Moi, je participe en tant qu'élu local aux différents conseils d'école et je peux vous dire que les directrices d'établissement me disaient on a perdu un certain nombre d'élèves. Il y a aussi une fracture numérique à certains endroits qui ne touche pas que le milieu rural, qui touche également les villes, même des villes de banlieue. Eh bien, il faut aussi tenir compte de cela. Donc ça, il faut s'en féliciter. Deuxièmement, et je vous rejoins, un bon ministre de l'Éducation nationale. Néanmoins, il y a eu un loupé. Parce que il y a eu un loupé. Pourquoi ? Parce que ce qui est reproché quand on parle aux enseignants, aux parents d'élèves, aux élus locaux. Moi, mon maire, je peux vous dire, ce qu'il reproche au ministre de l'Éducation nationale, c'est son manque de concertation. Le manque de concertation, le manque d'anticipation aussi. Vous disiez très justement que il y a des changements de protocole tous les. Il y a eu 49 protocoles différents avec des annonces faites la veille de la rentrée. C'est pour ça qu'il fallait fermer les écoles. Ça, c'est la réalité. D'ailleurs, aujourd'hui, jour de grève, eh bien, il y a des villes qui ont décidé tout simplement de fermer les écoles parce que au-delà de la désorganisation au sein de l'école, vous avez une désorganisation aussi des cantines et du périscolaire. Et du sport. On force les gamins à faire du sport avec des masques, mais vous savez, on est en train de voir qu'il va y avoir des conséquences psychologiques sur ces gamins qui, certes, vont à l'école et c'est une bonne chose, mais ils vont dans des conditions telles qu'il y a un stress permanent. Le stress du masque pour apprendre à parler, pour apprendre à s'exprimer, c'est un handicap. Le stress d'être testé quasiment tous les matins avec un risque à la clé, c'est d'être mis au banc, entre guillemets, de la classe et de ses petits camarades. C'est une espèce d'épée de Damoclès qui est très dur à gérer pour un gamin. Et on est en train de mesurer, et un certain nombre de pédopsychiatres le disent, les témoignages peuvent être lus dans la presse, qu'il va y avoir des conséquences psychologiques. Mais donc tout ça doit être entier, il y aura des conséquences psychologiques. Regardez, en Allemagne, vous êtes français, j'entends bien, et vous avez raison. Des petits français déjà. Mais d'accord, mais quand vous allez en Allemagne, ils ont fermé 3 fois plus les écoles. Quand vous allez aux États-Unis, 6 fois plus les écoles. Dans tous les pays du monde, c'est vrai qu'il faut se féliciter. Moi, j'ai fait un documentaire en immersion dans une école où, au retour du Covid, du premier confinement, je peux vous dire qu'on a récupéré des gamins. Je dis on parce que j'étais avec eux tous les jours. On a récupéré des gamins qui étaient au fond du seau, qui savaient même plus parler. Certains avaient parlé une langue, vous êtes français, une langue étrangère aux Français à la maison pendant 3 mois de confinement. Ils maîtrisaient même plus la langue française. Donc félicitons-nous. C'est vrai que ça a accentué les inégalités scolaires. Complètement. Il y en a qui ne mangeaient pas chez eux. C'était quoi la solution? À l'époque, je ne savais pas. Non, mais là aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, il fallait fermer les écoles au mois de janvier. On ne savait pas qu'Omicron était moins dangereux. On avait des indices. Le protocole est sorti. Attendez, imaginez qu'on se soit trompé. La médecine, je suis désolé, elle peut se tromper aussi. Imaginez qu'on se soit trompé, on avait juste un faisceau d'indices. Qu'est-ce qu'on aurait dit si on n'avait pas fermé les écoles et que ça a été un raz-de-marée? Plutôt que de regarder le rétroviseur, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, on sait. Donc nous, on a fait une proposition avec Marine Le Pen. J'espère qu'elle sera entendue pour une fois, même si ça vient de l'opposition. Mais c'est ça aussi la concertation dans des cas de crise. Laissons les gamins aller tranquillement à l'école, vraiment tranquillement. Arrêtons de les tester 3 fois par semaine. S'il y en a un qui a des symptômes, prenons leur fièvre à la limite tous les matins quand ils arrivent. S'il y en a un qui a des symptômes, test et isolement s'il est malade. Et continuons à enseigner, parce que c'est ça aussi le rôle premier de l'école quand même.
ne l'oublions pas. On se retrouve dans un petit instant, c'est l'heure de la pub. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio. On parlait donc de cette journée de grève. Parlons un petit peu. Alors on pourra parler du pass vaccinal qui a été adopté par le Sénat hier. Est-ce que l'exécutif doit lâcher du lest? Mais je voulais qu'on parle un petit peu de politique. On vient d'avoir les chiffres d'audience hier de BFM qui recevait Éric Zemmour face à BFM. 820 000 téléspectateurs, 4,3% du public jusqu'à 23h30. C'est un très bon score. C'est une belle audience. Alors, est-ce que ça se transforme en vote? C'est pas sûr non plus. Qu'est-ce qu'elle en dit, Marine Le Pen, en ce moment? Laurent Jacobelli, elle est sereine. Alors, elle est très sereine, mais elle a autre chose à faire qu'à commenter les audiences télé, je crois. Non, c'est pas les audiences télé, mais on voit qu'Éric Zemmour lance une offensive pour aller siphonner encore plus de voix du Rassemblement national et des LR. On apprend ce matin que Guillaume Pelletier a envoyé une lettre aux adhérents LR pour soutenir Éric Zemmour et que les LR d'ailleurs veulent porter plainte auprès de la CNIL. Ça vous, Alex Darmon, ça vous sidère? Ah ouais, ça me sidère. Je trouve ça pas, ça me sidère. Non, en fait. C'est pas la première surprise. Voilà, c'est ça. Il y en aura mais c'est vrai que c'est un très très bon score. Hier soir, Éric Zemmour sur BFM TV, il faut le dire, il fait des scores incroyables à chaque fois qu'il passe dans les médias. Et rester à ce niveau-là pendant 3 heures d'antenne, un peu moins, je crois, sur BFM TV, avec une chaîne d'infos continue qui fait des bonnes audiences. 850 000, c'est beaucoup. Ouais. Après, pour avoir une vraie comparaison, il faudra voir lorsque Marine Le Pen, lorsque Emmanuel Macron, s'il est candidat, lorsque Jean-Luc Mélenchon feront les mêmes émissions face à Baba sur C8, parce que je crois que Marine Le Pen va faire face à Baba. J'imagine, oui, bien sûr. Je crois qu'elle a accepté. Donc face à Baba ou face à ces émissions, le Grand Direct de BFM, c'est là où on pourra vraiment comparer. Là, c'est un peu trop tôt. Il fait toutes les émissions qu'il peut faire. Donc... Bon, là, c'était le commentaire. C'était parce qu'on vient de le recevoir à l'instant. Maintenant, il y a visiblement une offensive et une stratégie d'Éric Zemmour pour aller prendre plus d'électeurs. Mais c'est même d'ailleurs sa raison d'être. Oui. On se posait la question en ce début de campagne, très gentiment d'ailleurs, à quoi sert Éric Zemmour? Parce que si c'est pour piquer les points du programme de Marine Le Pen et faire le tour des plateaux avec, on voyait pas bien l'utilité. Je crois qu'une candidate nationale, patriote, il y en avait une que les Français connaissent, c'est Marine Le Pen qui a un programme solide. Alors pourquoi Éric Zemmour? Et puis c'est lui, d'en face à Baba justement, hein, vous avez raison de le dire, chez vos collègues de C8, c'est Éric Zemmour qui l'a dit. Il a dit, moi j'appelle Valérie Pécresse à me donner des signatures parce que grâce à moi Marine Le Pen baissera et grâce à moi Valérie Pécresse sera au second tour. Et ben voilà, c'est un rabatteur, un cheval de Troie du système dans le camp national. Au moins c'est clair maintenant, c'est son rôle. Maintenant il faut que les électeurs ne soient pas dupes. Il y a un vrai choix de société. Soit on continue avec cette mondialisation qui en privilégie certains et qui pousse beaucoup de Français au bord du chemin, qui atteint notre sécurité, notre identité, ce fédéralisme européen qui arrive et qui, pour la France, coûte cher, soit une politique patriote, nationale, souverainiste, représentée par Marine Le Pen. Valérie Pécresse, on a compris maintenant que c'était Macron bis, et puis on sait qu'Éric Zemmour, c'est un éditorialiste qui sert à défendre le système en se déguisant en patriote. Maintenant, les cartes sont sur la table, c'est clair, et vous me posez la question de l'état d'esprit de Marine Le Pen, du coup, elle est très sereine, parce qu'elle sait que l'alternative à Emmanuel Macron, c'est elle qui la représente. Nous, on travaille sur un programme solide, sérieux, elle va à la rencontre des Français tout le temps, plutôt que d'être en permanence sur les plateaux de télévision, et puis on voit que les sondages commencent à montrer que ça paye. Sauf qu'Éric Zemmour lui a pris un certain nombre d'électeurs aussi. Il était là pour ça. Et de soutien, d'ailleurs, ce matin, on l'entend Éric Zemmour dire que il est très proche de Marion Maréchal et que il parle beaucoup avec elle, que avec un sourire en coin d'ailleurs il dit ça, que il va essayer. Ça a toujours été. Mais oui, ils ont fait des déplacements à l'étranger ensemble. Je suis d'accord, mais c'est quand même la première fois ce matin où il le dit dans les 4 vérités sur France Télévisions, sur France 2, où il dit qu'il va essayer de la récupérer. Clairement. Et c'est comment vous réagissez, vous? Mais elle a répondu, Marion Maréchal, il y a quelque temps, en disant qu'elle avait beaucoup d'estime pour Éric Zemmour, mais que ça n'allait pas plus loin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont de l'estime pour Éric Zemmour, mais qui, au moment du choix, choisissent Marine Le Pen parce que c'est un choix sérieux, c'est un vrai choix de gouvernement, c'est pas un choix de réaction, c'est pas un choix de protestation, c'est pas un choix de buzz, c'est un choix sérieux. Moi, je prendrais comme exemple monsieur Robert Ménard, qui, depuis longtemps, travaille avec Éric Zemmour, qui, je crois, a un sentiment d'amitié pour Éric Zemmour, qui même le poussait un peu à faire de la politique. Et Robert Ménard, il a analysé la situation et il soutient officiellement Marine Le Pen. Voilà. Et ils sont nombreux ces cas-là, parce que
entre les éclats de voix sur les plateaux qui font du bien, évidemment, parce qu'on dénonce un système, parce que on met en avant des sujets, et gérer un pays, très honnêtement, il y a tout un chemin. Qui demain voudrait donner les codes nucléaires à Éric Zemmour? Voilà, c'est ça la question. Petit rappel, l'émission précédente, me dit Gilles Gansman, avec Mélenchon, c'était de face à BFM, c'était 394 000 téléspectateurs, 1,7%, donc on voit le gap. Oui. Non, j'aimerais simplement rappeler les différents sondages. On constate que cette deuxième place, elle va être extrêmement disputée. Donc, je ne vais pas rappeler entre qui, mais d'après une enquête de la Fondation Jean Jaurès, il semblerait que Éric Zemmour attire plus ceux qui ont voté en 2017 pour Marine Le Pen. Voilà, c'est les études de la Fondation Jean Jaurès. Il semblerait également que pour les votants LR, la tentation donc de voter Éric Zemmour est beaucoup moins élevée. On parle de un quart des Français qui ont voté pour François Fillon en 2017 qui seraient prêts à voter pour lui. Donc on voit bien que là où il y a, j'allais dire, un gap, dans le sens où c'est Marine Le Pen qui serait le plus victime d'Éric Zemmour. La réalité, c'est celle-ci. Une fois que j'ai dit ça, quand on regarde la sociologie des personnes qui votent pour Éric Zemmour et Marine Le Pen, on constate que Marine Le Pen attirerait, puisque c'est plus des enquêtes d'opinion, attirerait plus le vote ouvrier, le vote des artisans, des commerçants. Des chefs d'entreprise. Oui, des chefs d'entreprise, et qu'Éric Zemmour, lui, attirerait un vote beaucoup plus, des personnes les plus aisées et les moins jeunes. Donc c'est intéressant aussi de savoir qui vote pour l'un et l'autre, au-delà des appartenances, j'allais dire, politiques. Vous savez, il faut regarder, je crois, les sondages sur le temps long. Et voir les évolutions. Nous, on a subi comme ça deux vagues successives. La première, ça a été, ça y est, Éric Zemmour est lancé, il va tout rafler sur son passage, c'est lui qui sera au second tour. Je pense que plus personne n'y croit. Marine Le Pen a continué sa campagne sereinement, sans faire trop cas de tout cela, et elle a surmonter cette épreuve. Deuxièmement, on nous a dit ça va être la guerre des femmes. Valérie Pécresse prend 11 points en une semaine. Incroyable, quel phénomène. On voit que 15 jours après, 3 semaines après, Valérie Pécresse se tasse. Elle est arrivée maintenant un peu en dessous de Marine Le Pen. Et donc, là encore, c'est une épreuve qui a été surmontée. Vous savez, je crois que ce courage, cette capacité à encaisser les coups, et surtout cette permanence dans le discours, dans l'attitude, dans la campagne, c'est une forme de stabilité qui rassure les Français. Et je pense que Marine Le Pen, dans cette campagne, elle a cette stature gouvernementale qui est la stabilité. Il peut y avoir une averse, il peut y avoir un orage, on continue tout droit, on avance, on ne se laisse pas perturber. Je pense que c'est un vrai enseignement qu'on peut tirer des quelques semaines passées. J'espère que la foudre lui tombe pas dessus pendant la... Non, rassurez-vous. Pendant la promenade. Moi, j'entends tout ce que vous dites. Je trouve que Marine Le Pen, en fait, elle communique comme en 2017. Elle est encore en tête des sondages de ce peloton de tête derrière Emmanuel Macron, et qu'elle n'a pas intérêt vraiment à parler, et qu'elle ne le fait pas pour le moment. On l'entend pas. Mais, et attention, c'est pas une critique. Elle a raison de faire ça. Elle a raison de faire ça, parce que de toute façon, tant qu'elle parle pas, elle perd pas de points. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il faut qu'il parle partout, parce que il arrive en retard. Mais là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Il sature l'espace télévisuel. Et je ne suis pas sûr que ça marche, que les choses soient très claires. Je pense qu'effectivement, Marine Le Pen, pour cet électorat-là, en tout cas, ce côté rassurant, et qu'à mon avis, il va avoir du mal à revenir et à atteindre le niveau de Marine Le Pen. Maintenant, moi, je suis curieux de savoir, à un moment donné, il va falloir que vous vous parliez, que vous vous affrontiez sur des plateaux, que Marine Le Pen et Éric Zemmour se retrouvent face à face, et ce sera là où on pourra vraiment juger, parce qu'aujourd'hui, ils parlent chacun de leur côté. Vous parliez de Robert Ménard, qui soutient Marine Le Pen, mais qui a copain en même temps avec Éric Zemmour, et qui ce matin, dans une matinale radio, dit que finalement, Blanquer et Macron ont raison. Franchement, moi je veux bien, mais Robert Ménard, il dit tout et son contraire, c'est intéressant. C'est un homme libre. Non, mais c'est un homme libre, très bien. Mais il y a un moment donné, le coup des soutiens, c'est important et ça marche. Mais il va falloir aller plus loin et s'affronter en débat. Jean-Luc Benamias, on ne nous a pas entendu. Oui, j'ai du mal là, parce que moi, je considère que la présidentielle n'est pas encore vraiment commencée, et qu'on est donc on peut en parler comme ça, mais que quand auront lieu les débats entre ceux qui auront obtenu les fameuses 500 signatures, les choses vont
de mon point de vue, largement bougé. Après, moi, savoir qui est en tête à l'extrême droite française, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est plutôt effrayant qu'il y ait 32% de personnes qui s'apprêtent à voter, qui s'apprêteraient à voter pour l'extrême droite française. C'est à peu près le score de Marine Le Pen, d'ailleurs, au second tour, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui vous effraie dans la démocratie, monsieur Benamias ? Pardon ? Qu'est-ce qui vous effraie dans la démocratie, monsieur Benamias ? D'abord, l'extrême droite, c'est un vocable que je vous laisse et qui est faux. L'extrême droite m'effraie, oui, clairement. Et donc vous voulez quoi ? La position d'Éric Zemmour m'effraie encore plus, notamment sur cette espèce de lutte anti-musulman au sens large du terme, comme si tous les musulmans étaient des islamistes, des islamo-fascistes. Enfin, tout ça me paraît effrayant dans la fracture qui existe dans la société. Voilà. Après, moi, j'ai pas envie de commenter cette lutte interne, même s'il me semble évidemment, comme l'a dit Jacobelli, que Marine Le Pen, dans cette affaire-là, est nettement plus stable, clairement, et n'est pas dans l'énervement permanent et l'agression permanente. Ouais. C'est effectivement un point de vue, mais en tout cas... oui, c'est un point de vue. Oui, non, mais quand je dis c'est un point de vue, quand vous dites, il me semble qu'il ne parle pas que de ça, que des musulmans, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Marine Le Pen, non, c'est sûr, elle a beaucoup parlé aussi de pouvoir d'achat, je pense qu'elle a un programme très complet. Je parlais d'Éric Zemmour. Ah, vous parliez d'Éric Zemmour, d'accord. On se retrouve dans un petit instant avec vous et on peut parler de l'allègement qui n'est pas en vue visiblement, mais est-ce que l'exécutif doit lâcher du lest ? On revient un petit peu à notre débat autour de l'éducation nationale, mais c'est un petit peu ce qui semble quand même se profiler, ce qui serait peut-être le plus raisonnable. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous, on parlait de la grève à l'éducation nationale et du grand bazar, pour ne pas dire autre chose, avec les différents protocoles. La France enregistre plus de 300 contaminations quotidiennes. 4000 patients sont hospitalisés en soins critiques. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait un point sur une possible amélioration de la situation sanitaire. Il dit qu'il y a des éclaircies. Maintenant, on sait qu'Omicron est plus contagieux, mais peut-être moins dangereux, que ça envoie moins de gens à l'hôpital. Et la question est, on arrive avec des sénateurs qui viennent d'adopter le pass vaccinal. Est-ce qu'il y a un moment, il ne va pas falloir mettre un petit peu tout ça sur la table et voir comment on avance ? On l'espère tous, qu'il y ait un allègement des restrictions de liberté individuelle quand même. L'exécutif, il semblerait, annonce différents scénarios, notamment au mois de février, parce qu'il faut malgré tout rester prudent, parce que c'est vrai que ce variant est contagieux, mais moins dangereux qu'on ne le pensait, donc avec moins de morts. Il n'en demeure pas moins qu'il faut rester prudent. Ouais. D'autant, pourquoi je dis ça ? D'autant que à travers le monde, les schémas vaccinaux ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Afrique, vous avez que 8% de personnes qui sont vaccinées de manière complète, et donc autant vous dire que il y a des risques de développement de variants dangereux. Donc on n'est pas à l'abri, hélas, de l'arrivée d'un nouveau variant plus ou moins dangereux. On n'en sait rien. Mais voilà, il y a cette épée quand même de Damoclès qui pèse sur nous. Non, en tous les cas, je reviens en France. Donc il semblerait que l'exécutif aille sur un allègement des restrictions, notamment en février. Déjà, à l'école, ça a commencé, je vous le rappelle, avec un allègement du protocole, quand même, il faut le rappeler, notamment allègement des délais d'isolement des enseignants et des élèves. Et puis, on parle du fait d'alléger aussi les jauges. Donc on verra, mais à l'avenir, c'est-à-dire au mois de février. Donc on attend, en tous les cas, c'est ce que nous espérons tous. C'est obligatoire, l'allègement des jauges, c'est obligatoire, parce qu'il y a des discours qui se contredisent complètement entre les meetings politiques, entre les spectacles, entre les matchs dans les stades. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. On a vu l'amendement qui est passé au Sénat et qui devrait être adopté, a priori, par les députés sur l'allègement des jauges dans les stades. Je crois que ça sera 50% du stade. Voilà. En plus des 5000 places autorisées préalablement. Je crois que ça va être obligatoire d'alléger les contraintes sanitaires. Sinon, les Français, ils vont péter un câble. Déjà, ils le pètent, là. Si on n'allège pas un petit peu plus les contraintes sanitaires, ça va pas le faire, je pense. Surtout en campagne électorale. Surtout, il faut retrouver un peu le sens de la raison et du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vaccin qui, on le sait tous maintenant, est décevant
en termes de propagation du virus et en termes du fait qu'on peut transmettre et recevoir le virus en étant vacciné. Il est en revanche satisfaisant sur le fait qu'il permet individuellement d'éviter des formes graves. Et c'est déjà formidable. Et c'est déjà formidable. Mais l'idéologie d'il y a quelques mois, faites-vous vos 2 doses et vous revivrez normalement, c'est fini. C'est fini. C'est pas vrai. Et donc ce passe vaccinal est un non-sens, un anachronisme. Il ne sert à rien. Donc il faut, si je peux me permettre, il faut une autre politique vaccinale, beaucoup plus intelligente, peut-être un peu plus fine, un peu plus ciselée, et de dire voilà, il y a 1 million de personnes qui, en n'étant pas vaccinées en France, risquent leur vie. Ce million de personnes, on doit les convaincre. Ça veut dire un contact individuel, un bilan individuel, une explication individuelle et, s'il le faut, une vaccination individuelle. Là, il faut mettre le paquet. Mais imposer à une population déjà vaccinée à 92%, une restriction inédite dans la Ve République, des libertés, pour imposer une vaccination qui n'est pas efficace à 100%, là, on marche sur la tête. La vaccination, elle est efficace, pas à 100%, mais elle a évité d'envoyer des gens en réanimation. Exactement, et l'implosion des hôpitaux. Problème. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a fermé 5700 lits l'année dernière? Pourquoi ce gouvernement s'entête dans son idéologie de désignation, de stigmatisation des non-vaccinés, au point de ne pas refaire travailler 15 000 personnels soignants? C'est vrai. Vous savez très bien. Excusez-moi. Vous connaissez très bien la situation dans les hôpitaux. Le nombre de démissions. Mais justement, il y a là 15 000 personnes qui, sous prétexte qu'elles n'étaient pas vaccinées, ont été renvoyées chez elles sans salaire, alors qu'on manque de bras dans les hôpitaux. C'est aberrant. Demandons-leur, soyons pragmatiques. Demandons-leur d'aller travailler avec un test tous les matins ou tous les 2 matins pour être sûr, bien évidemment, qu'elles ne transmettent pas la Covid à d'autres. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'être vacciné, que vous soyez Covidé ou pas, plutôt que de savoir quel est votre statut par rapport au Covid. Oui, on a un peu inversé les valeurs. Il y a une volonté de ce gouvernement de dire on n'a pas fait d'erreur, on n'a pas oublié de prendre des mesures, et donc c'est les non-vaccinés les coupables. Je pense que c'est malheureusement beaucoup plus complexe. Oui, mais les choses ont beaucoup évolué, beaucoup changé, entre le Delta, le Omicron, la vaccination, donc tout n'est pas aussi simple que ça non plus. Non, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, Valérie Expert, c'est au moment où le texte va revenir à l'Assemblée nationale. Vous êtes, le mot d'anachronisme est certainement juste. Jean-Luc Benamias. Je me retrouve d'accord avec M. Jacobelli. C'est dingue, hein. Vu où je suis positionné politiquement. Ce passe vaccinal, je n'ai cessé de le dire sur Sud Radio, ne sert strictement à rien. Ce qui sert, c'est de faire de la pédagogie par rapport à ce million de personnes qui pourraient se faire vacciner, mais qu'on n'a pas été trouvé, et mettre les moyens, tous les moyens là-dessus. Moi, je vois les moyens qu'on a mis par rapport au dépistage. C'est que hallucinant ces derniers jours, de 500 personnes, de 1000 personnes, qui étaient là pour respecter le soi-disant protocole scolaire. Eh bien, si on mettait ces moyens-là sur ces millions de personnes qu'il faut aller chercher, notamment dans le monde rural, qu'il faut aller chercher chez les plus de 80 années, et ainsi de suite, eh bien, on ferait un grand pas. Parce que, bien sûr, la vaccination, il y en a qui ne veulent pas se vacciner. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis pour les libertés, mais je trouve ça idiot. Mais j'entends une partie de la population. Mais ceux qui voudraient bien se faire vacciner et qu'on ne va pas chercher, c'est là qu'est l'erreur. Et c'est là qu'est le travail à faire. Et dans ce cadre-là, évidemment qu'il va falloir alléger tous les protocoles. Alors, vous parlez de l'allègement en milieu scolaire. Évidemment qu'il y a eu allègement en milieu scolaire. C'était infaisable, ce protocole. Je l'ai dit tout à l'heure. J'entends. Je sais bien que tu l'as dit. Que vous l'avez dit, pardon. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc, c'est tout. Ce million de personnes qui est souvent malheureusement à risque, c'est là où il faut mettre tous les moyens. Et moi, sur quoi on se base pour dire 1 million de personnes? Excusez-moi, sur quoi on se base pour dire que c'est 1 million de personnes à risque? Je suis désolé, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui n'avaient aucune comorbidité et qui ont eu le Covid et qui ont souffert, mais vraiment souffert, et qui ont été hospitalisés. Il y a un moment, on peut pas dire que c'est 1 million de personnes et après, bon, bah, c'est la chance, si vous l'avez, vous l'avez. Je parle de celles et ceux dont on sait,
dans les protocoles, dans les processus, que pour des questions de moyens, d'éloignement du monde médical. C'est pas la majorité, c'est pas la majorité, Jean-Luc. C'est 1 million. C'est 1 million, c'est quand même pas mal. C'est la majorité, c'est une partie importante de ceux Vous avez raison. qui n'ont pas qui n'ont pas reçu les vaccins. Quand on parle de ça, parce que c'est ça qu'il faut terminer, parce que si on est réellement à 92% de vaccinés, on peut augmenter le chiffre de 2-3%. Et après ça, on peut lâcher un certain nombre de protocoles. On peut voir que on ne peut pas avoir une société, je l'ai déjà dit aussi, je me répète par rapport à cela, une société qui vit dans l'angoisse permanente. Ça n'existe pas, c'est invivable. Ouais. Il y a l'Espagne, me dit un auditeur, qui a décidé de soigner, de considérer Omicron comme un rhume. C'est un choix. C'est un choix, voilà, c'est ça. C'est un choix, c'est une décision politique. C'est une question de proportion, en fait. Là, on est en train de dire aux Français, pour avoir une vie quand même en mode dégradé, mais pour avoir le droit d'aller au restaurant, de travailler, de prendre les transports, il vous faut un pass. Et pour ce pass, il faut que vous soyez à jour de vaccin. Et ça veut dire, si j'ai bien compris un petit peu ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que tous les 3-4 mois, il va falloir aller faire une piqûre pour avoir le droit de vivre. On n'en sait rien. La 4e dose, on n'en parle pas pour l'instant. Si, on en parle. On commence à en parler. Dites-le. Non, regardez Israël. Non, parce qu'on regarde, les yeux sont rivés sur Israël. Ils disent pour le moment, on l'a vu sur la 4e dose. On est face à un vaccin qui a une efficacité temporaire, limitée, qui est déjà bénéfique. Je le répète quand même pour être très clair, mais on ne peut pas du coup fonder l'ensemble de sa politique sanitaire sur vos libertés dépendent du vaccin. Ça n'a aucun sens. Non mais bien sûr, mais il n'y a pas que le vaccin. Vous voyez, on parlait d'Israël il y a quelques secondes, ils sont en train de tester des médicaments. De tester, peut-être que demain on fera plus de vaccins et on fera des médicaments. Je pense qu'il faut faire preuve de prudence. Faut écouter les médecins aussi, on le répète jamais assez, qui souffrent dans les hôpitaux français et attendre et voir. On parlait de l'école, du processus au début d'émission, mais c'est pareil. On a eu raison de reprocher au ministre de l'Éducation nationale d'avoir improvisé. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. C'est malheureux, c'est une pandémie. On ne sait pas de quoi est fait demain, le virus mute en permanence. Peut-être une réactivité un peu plus... Et des chiens plus tranchés peut-être. Et je rappelle que ce pass vaccinal a permis à 66 000 personnes le 5 janvier dernier, des primo-vaccinés, d'aller se faire vacciner pour la première fois. Donc c'est un moyen de coercition. Le gouvernement l'a jamais caché. N'a pas su convaincre. Ils l'ont pas caché. Là où le gouvernement n'a pas su convaincre. Est-ce que c'est le gouvernement? Oui, très clairement. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'a pas fait preuve de pédagogie. Ça fait 2 ans. C'est sûr qu'il ne l'a pas fait. Honnêtement, dire tout et son contraire dans la même semaine. Depuis le début de cette pandémie, il y a une crise de confiance, il faut le dire, entre les Français et M. Véran et M. Castex et le président de la République, qui font qu'ils sont à peu près, qui se sont mis dans une situation de gérer la France à la schlag, puisque par la conviction, ça marche pas. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 et on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.